Oui, alors pourquoi vous êtes en marin? Ah bah c'est oui, ça? alors donc Ouais. là c'est le quartier qui a voulu ça. C'est-à-dire que Saint-François, c'est le quartier breton, et les Bretons sont tous marins. Ah oui, À c'est part ça. ceux qui restent en Bretagne, qui sont dans la culture, qui sont fonctionnaires, D'accord, bah qui oui. viennent aussi par ici aussi pour être fonctionnaires. Donc à la poste ou autre, beaucoup étaient à la poste. Oui, c'est vrai. Beaucoup étaient douaniers. La douane, c'est les Bretons. Ah oui. Et les choux-fleurs, là, les marchands de choux-fleurs, on nous disait toujours, ah vous les Bretagnes, vous avez, à part vos artichauts, vous rappelez pas? On disait ça, Non, pas. Ah oui, oui. Ouais, C'est dans les années quoi, 5 Ah ans? ben, moi j'ai Non. des choses qu'on a entendu toujours parler de ça. Quand je suis arrivé à Saint-François en 60, c'était ça. Ah, les Bretons, à part leurs artichauts, puis les fonctionnaires, c'est tout. Tout ce qu'ils ont. Enfin, pour maintenant, ils ont beaucoup de choses. Ah oui. Ils ont le site déjà qui est déjà pas mal. Oui. Ils savent voir. Hein. Oh, j'aime bien. Alors donc, moi j'ai travaillé ici. Donc, pourquoi je suis en tenue? Bon, avant, dans les débuts, j'y étais pas. Premièrement, j'ai commencé. Non, non, non. Au début, en 60, j'étais pas, j'étais en civil. Après, tout doucement, mais c'est venu au moment de, on va dire, du France qui a quitté le fait de la traversée de New York. Oui, oui. Ce qui fait que les navigateurs sont partis en Bretagne et le quartier s'est libéré de Bretons et Ah oui. il fallait de Bretons autrefois pour pouvoir avoir un appartement parce que les locations ou les ventes se faisaient de bouche à oreille. Oui, Ça passait jamais par les agences. Oui, il n'y a pas de notaire, si, quand même. Oui, oui, pour régler les comptes, Oui, oui. après, ouais. Mais autrement, non. Donc, si vous voulez, les Bretons sont partis après de France, parce que le France, il a arrêté en 75. Ouais, je ne me rappelle plus, mais oui. Oui, c'est ça, en 75. Il a été 4 ans au quai de l'oubli, on appelle ça, parmi les vaches, presque. Ah, oui. Mais ça se trouve où, ça? Ah bah, c'était... Ça doit faire par là? Non, 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 dans les environs d'Is. Non, non, voilà. Voilà.
Sur les quais du port, les navires se succèdent comme si de rien n'était, ou presque. À cause du coronavirus, les équipes des différents acteurs du port ont dû s'adapter aux nouvelles mesures de protection. Pour les lamaneurs, qui arriment les bateaux, ils sont un seul par véhicule et moins nombreux au tableau de service. Il a donc fallu espacer les escales. On essaye, avec la capitainerie, d'étaler un peu plus les navires plutôt que des tirs de navires qui viennent tous d'un coup. Donc on limite ça, mais on régule le service. Pour les dockers, le port du masque est obligatoire quand ils montent à bord. Là aussi, les équipes sont réduites, mais la manutention est assurée. À chaque escale, des centaines de conteneurs sont chargés ou déchargés, transportant des denrées alimentaires, des médicaments ou toute autre marchandise indispensable au pays. C'est une organisation de travail qui est mise en place pour pouvoir évidemment continuer à alimenter les commerces pour que à la fois la France métropolitaine mais aussi les départements d'outre-mer puissent continuer à se nourrir, les humains comme les animaux. Tous les corps de métier ont mis en place un plan de continuité de l'activité pour maintenir le trafic. Aujourd'hui, les navires sont toujours là. Nous n'avons pas encore senti une baisse d'activité. Donc le devoir des pilotes maritimes est d'aller servir les navires de façon à maintenir le port ouvert 24 heures sur 24. La coordination se fait au niveau de la capitainerie. Il ne faudrait pas qu'un grain de sable enraye toute la chaîne. On est sur un port stratégique, donc on fait tout pour pas que ça s'arrête en fait. C'est l'idée aujourd'hui, les plans de continuité d'activité sont faits pour ça. Moi je tiens à souligner quand même que les équipes sont extrêmement mobilisées aujourd'hui. On fait le point tous les jours avec l'ensemble des acteurs. Et pour que tout soit livré, les routiers roulent toujours, malgré le virus. Il y a désormais plus de camions que de voitures sur l'autoroute qui mène au Havre. Madame, Monsieur, bonsoir. Présentation donc aujourd'hui au Havre de la saison 85-86 pour la Maison de la Culture. On a fait connaissance avec la nouvelle équipe dirigeante et la nouvelle programmation, au demeurant assez classique et assez timide, il faut bien le dire, quant à la création. Alors la politique d'adhésion sera renforcée par divers accords avec des cinémas ou encore des librairies, mais aujourd'hui on attendait surtout, il faut bien le dire, la prise de contact avec le nouveau directeur Raoul Ruiz. Raoul Ruiz a 44 ans. Chilien, il a fait des études de droit et de théologie dans son pays avant de partir en Argentine étudier le cinéma. Son arrivée au Havre, 11 ans après son installation en France, s'est faite dans un climat assez lourd. En reprenant la direction de la Maison de la Culture, il devra faire face à deux problèmes essentiels, celui financier et celui d'une certaine désaffection du public. Ces objectifs à atteindre se feront autour de sa personnalité, intimement liée à l'audiovisuel. Ce matin, il a annoncé clairement la couleur en faisant part d'un projet de 10 longs métrages et de la mise en place d'émissions de télévision. L'audiovisuel étant pour lui
le ciment de cette vie culturelle. Bon, nous, on a fait avec Jean-Luc Lardier, qui est mon partenaire dans cette expérience, un pari un peu bizarre. Ça consiste à dire qu'on va continuer avec la Maison de la Culture telle qu'elle, c'est-à-dire l'ensemble des choses. Les gens qui se sont fait une idée de qu'est-ce que c'est une Maison de la Culture, où on trouve des manifestations culturelles, de l'animation, on trouve des concerts, de pièces de théâtre, ballet, tout ça, ils vont trouver ça. Ils vont se retrouver. Mais en même temps, autour de cela, on va greffer, ça c'est plus simple comme une greffe au départ, une activité audiovisuelle qui devrait, telle une tumeur cancérigène, imprégner peu à peu l'ensemble et déclencher une autre chose, un rapport beaucoup plus riche avec la ville, mais aussi avec le monde. Aujourd'hui, l'aspect financier de cette démarche n'a pas été évoqué précisément. Cette approche nouvelle de la culture au Havre va néanmoins de pair avec un souci très net des nouveaux dirigeants de rentabiliser ou tout du moins de cofinancer ces expériences. Collaboration avec la municipalité, avec l'unité du cinéma, d'autres partenaires, la porte reste ouverte du côté des deux directeurs. Il est trop tôt pour connaître les répercussions des projets annoncés aujourd'hui sur la vie culturelle havraise, mais on s'achemine sûrement doucement vers une révolution qui, souhaitons-le, sera une révolution douce. Neuf adultes et 7 mineurs. Hier soir, c'est sur ce terminal de Port-de-Mille que 16 migrants ont été découverts dans un conteneur au milieu d'aliments pour bétail. La boîte avait été chargée sur un camion dimanche à Nantes et enregistrée au Havre hier matin. Elle devait être ensuite expédiée aux Philippines, un voyage en mer de plusieurs semaines. Mais les secours sont intervenus à temps, le résultat d'une enquête éclair menée en moins de 2 heures. À 19h30, bloqué dans un de ces conteneurs, l'un des migrants avait téléphoné à une association de Nantes dont il avait les coordonnées, structure qui a ensuite donné l'alerte. On a très rapidement défini le port du Havre comme étant la destination de ce conteneur. Et grâce, je dois dire, à la perspicacité et puis je dirais à la technicité de la sécurité portuaire et des opérateurs qui travaillent sur le port, on a pu très rapidement non seulement identifier la boîte, l'ouvrir et donc faire sortir ces personnes. Tous les migrants étaient en bonne santé, ils espéraient rejoindre l'Angleterre. Au Havre, ce n'est pas la première fois que des réfugiés sont repérés sur le port. Ces derniers mois, le phénomène s'est accentué. On constate une augmentation depuis la fin de l'année dernière du nombre de personnes qui tentent de s'introduire dans la zone de sécurité du port essentiellement. Depuis le début de l'année, donc jusqu'à début avril, on a dénombré 114 personnes qui ont été interpellées dans cette zone et donc qui étaient des candidats au passage en Angleterre. Les migrants sauvés hier soir affirment être originaires d'Afghanistan et d'Iran. 2 d'entre eux ont l'obligation de quitter le territoire français. Les autres ont été laissés libres. De son côté, la police poursuit son enquête et tente de déterminer dans quelles circonstances ces migrants se sont retrouvés emprisonnés dans un conteneur.
Au chapitre des Beaux-Arts, il faut noter cette semaine l'inauguration au Havre, par M. André Malraux, d'un nouveau musée, le 938e de France, qui remplace avec bonheur et élégance l'ouvrage détruit par les bombardements de 1944. Réalisation ultramoderne et fonctionnelle, aux salles transformables permettant toutes les dispositions possibles pour les œuvres exposées, qui seront ainsi toujours mises en valeur dans les conditions de position et d'éclairage les plus favorables. Et la variété des expositions prévues a fait baptiser l'ensemble du titre de Musée Maison de la Culture.
chargée de l'entretien de la ruche et de récupérer nectar et pollen des fleurs. Au cours de leur vie, elles auront plusieurs métiers. Du 3e au 5e jour, nourrice. Du 6e au 12e jour, bâtisseuse. Du 13e au 16e jour, manutentionnaire. Du 17e au 19e jour, ventileuse ou gardienne. Enfin, de son 20e à son 35e jour, l'abeille ouvrière devient butineuse. Elle quitte la ruche pour aller de fleur en fleur, récolter le nectar et le pollen. C'est elle que tu vois dans les champs.
Cette année, le port du Havre célèbre son 500e anniversaire. Créé en 1517 par François Ier sur une ancienne zone marécageuse, ce nouveau port devait répondre aux problèmes d'ensablement du port d'Harfleur. Achevé en 1523, il a depuis lors connu plusieurs grandes évolutions. 3 étapes ont marqué l'évolution du port du Havre. La première révolution a concerné les passagers à la fin du 19e siècle, où le port a dû s'agrandir pour accueillir les nouveaux grands paquebots. La deuxième révolution a concerné le pétrole dans les années 30, avec la construction de bassins particuliers. Et puis la troisième révolution, plus proche de nous, est celle du 25 novembre 1966, où le premier navire porte-conteneurs a accosté au port du Havre et a conduit le port à construire des terminaux à conteneurs. Et la finalité est Port 2000 aujourd'hui. Inauguré en 2006, Port 2000 a nécessité plus d'1 milliard d'euros d'investissement afin de pouvoir aujourd'hui accueillir les plus grands navires du monde. Une volonté de développement pour le port du Havre qui s'est également concrétisée en 2012 par la création de Haropa. Haropa, c'est une alliance constituée il y a 5 ans entre le port du Havre, le port de Rouen et le port de Paris. C'est une construction qui permet également de mieux se positionner face à nos concurrents du nord de l'Europe pour apporter les meilleurs services à nos clients. 500 ans après sa création, Haropa Port du Havre, c'est 66 000 tonnes de trafic maritime, 10 600 hectares, 700 entreprises, 31 000 emplois générés et le premier port à conteneurs pour le commerce extérieur de la France. Une position à tenir dans les prochaines années où de nombreux défis sont à venir. Pour demain, pour Haropa Port du Havre, c'est de tenir notre rang de 5e puissance portuaire en Europe du Nord. Ça signifie s'adapter en permanence dans un monde qui évolue de plus en plus vite, s'adapter pour accueillir des plus grands navires, s'adapter pour développer le transport ferroviaire, s'adapter pour faire en sorte que de nouveaux entrepôts et des zones logistiques se développent sur nos territoires, s'adapter enfin pour ne pas rater le virage des nouvelles technologies, se positionner sur les systèmes d'information, bref, sur tous les sujets qui font la compétitivité des ports de demain dans un contexte de plus en plus concurrentiel. 2017 sera donc pour Haropa Port du Havre un rendez-vous anniversaire incontournable. La ville accueillera tout au long de l'année des festivités qui viendront mettre en lumière ces 5 siècles de développement et d'innovation et laisser imaginer ce que pourront être les 500 ans à venir. On trouve de tout dans les boîtes importées au port du Havre. Et vendredi dernier, il y avait même 332 kilos de cocaïne en provenance des Antilles. 332 kilos dissimulés dans un conteneur que devaient récupérer 2 dockers. La police judiciaire les a interpellés avec 3 autres complices havrais. La dernière prise d'une longue série. Aux Antilles, il y avait déjà eu la semaine d'avant, pour ce même réseau, 160 kilos de saisie par les collègues de l'Office des SUP localement compétents. Et puis, au mois de janvier 2013, les douanes du port du Havre avaient déjà saisi 160 kilos dont on attribue la paternité à ce réseau. Et puis, le 14 octobre également, sur le port du Havre, 2 fois 200 kilos avaient été déjà saisis concernant ce même réseau. C'est à bord de ce bateau qu'est arrivée la drogue chargée à Fort-de-France, en Martinique. La cocaïne était produite en Amérique du Sud et importée par les Antilles. L'un des chefs du réseau, un Martiniquais, a d'ailleurs été interpellé la semaine dernière à Roissy. Il a fallu 2 ans d'enquête au SRPJ de Rouen pour démanteler ce réseau avec l'aide des douanes, des polices parisiennes, antillaises, espagnoles et anglaises. C'est vraiment un réseau de A à Z, à la fois de ceux qui fournissent la drogue, de ceux qui l'expédient, de ceux qui la réceptionnent, de ceux qui la conditionnent, de ceux qui la vendent et de ceux qui blanchissent l'opération avec l'argent récolté. Des armes et plus de 400 000 € ont également été saisis pour cette grosse affaire, où sont mis en cause en tout 22 personnes.